Et j'avais envie de revenir avec vous sur ce procès qui s'est donc ouvert cette semaine, deuxième jour du procès au Palais de Justice de Paris de l'attentat de la basilique de Nice. C'était en 2020. On le rappelle, 3 victimes. L'accusé Brahim Awissaoui a parlé sans reconnaître les faits, évoquant une perte de mémoire totale. Est-ce que ça, et qu'il a fait des déclarations pour le coup qui sont très interpellantes. Il dit est-ce légitime de prendre les armes pour combattre ceux qui ne sont pas votre religion? L'interroge le président. Il répond: c'est un droit légitime quand on défend sa mère, sa sœur, sa terre. Toutes les cibles sont légitimes. Quand vous tuez les musulmans, c'est normal. Mais quand les musulmans répondent et tuent, c'est pas normal. Dernière question, vous êtes d'accord avec les terroristes? Demande le juge. Il ne s'agit pas des terroristes, c'est la vérité. Et il se décrit comme juste un musulman. Ce procès du djihadisme interpelle quand même énormément sur le fait qu'il, 5 ans après, il est resté 5 ans en prison. Sa pensée est la même. La réinsertion a pas très bien fonctionné. Sa réinsertion, vous parliez effectivement, n'a pas fonctionné. Le djihadisme, c'est une idéologie. C'est pas des déséquilibrés, c'est pas des fous, c'est pas des imbéciles. Enfin, parfois ce sont des imbéciles, mais derrière il y a une idéologie qui est construite. Et c'est une vision du monde qui est en effet déshumanisante, qui est en effet profondément totalitaire, comparable au fascisme, qui a eu d'ailleurs une histoire commune avec le fascisme. Il y avait eu un film qui avait été fait par un réalisateur qui s'appelle François Margolin, au Mali, qui avait été interdit en France par Manuel Valls, qui s'appelait Salafiste. Il était allé au Mali rencontrer des islamistes, des très grands islamistes, qu'il filmait sur leur vision du monde, entre guillemets, comme des intellectuels de la mort, des intellectuels d'un néofascisme. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, derrière, vous avez en effet la barbarie de celui qui prend un couteau pour aller égorger des gens, et vous avez une idéologie consistant à estimer que l'islam doit se construire sur le prosélytisme, sur le massacre des adeptes des autres religions, sur une guerre contre toutes les civilisations qui ne sont pas sous la coupe de l'islamisme et donc de l'Occident, une guerre contre la démocratie libérale, une guerre contre le droit des minorités, une guerre contre la liberté individuelle, une guerre contre tout ça. Et en effet, il y a 2 dimensions dans la lutte contre l'islamisme. Il y en a une qui est pénale, répressive et sécuritaire, et qui est évidemment nécessaire, et il y en a une autre qui, à mon avis, sera une des grandes affaires du siècle qui s'ouvre, c'est la lutte contre l'idéologie islamiste, et qui notamment doit véhiculer une autre image, en tout cas dans le monde musulman, il y a beaucoup de forces politiques qui, au nom de l'islam et d'une autre lecture de l'islam, combattent ardemment l'islamisme. Jules Torressa. Non mais moi je suis pas étonné de voir cela. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes comme Gilles Kepel qui parlent d'un djihadisme d'atmosphère. C'est qu'aujourd'hui, des personnes qui pensent comme ce monsieur, je pense que malheureusement il y en a des milliers en France. On les voit pas forcément, on les a peut-être un peu plus vus ces derniers temps. Je parlais tout à l'heure de l'influenceur algérien. Lui il était venu en France pour ça, on le rappelle, un Tunisien, transité par l'Europe. Mais on voit très bien que, et j'allais y venir ensuite au flux migratoire, mais on a en France aujourd'hui beaucoup d'ennemis de l'intérieur, beaucoup de personnes qui sont nées en France, qui détestent la France, qui veulent imposer la charia, qui sont des adeptes des thèses des fréristes, qui sont des adeptes de l'islam politique. Et ça, en effet, il va falloir y répondre et par la répression et ensuite par la lutte contre l'idéologie. Et moi, je pense que la 3e pierre qu'il faudrait ajouter à cela, c'est la lutte contre l'immigration massive, parce que l'islamisme, le djihadisme, ça a pas poussé dans les prairies vendéennes ou dans les prairies cévenols. Ça vient d'une région du monde où l'on accueille beaucoup. On a beaucoup parlé des flux migratoires qui venaient d'Afghanistan, qui venaient de la Syrie. On sait que ils ont bénéficié, notamment certains terroristes de novembre 2015 qui ont bénéficié de ces flux migratoires. Il faut cesser ces flux car malheureusement dans cela il faut maintenant une immigration choisie, puisque dans ces flux se cachent des personnes qui détestent la France, qui veulent nous tuer et qui représentent tout ce que les valeurs de la France ne véhiculent pas. Et il y a un retour de cette menace djihadiste en France. Écoutez Olivier Christian, procureur national antiterroriste, il alerte sur ce retour. Oui, il y a un reflux de il y a un retour de la menace djihadiste aujourd'hui, qui se caractérise principalement par une menace. Alors je fais plus trop la différence, en tout cas pas de cette façon-là, entre ce que pendant longtemps on a distingué entre la menace endogène et la menace exogène, parce qu'en fait l'ensemble de la menace terroriste djihadiste est aujourd'hui de nature exogène. Voilà, c'est effectivement inquiétant. Oui, non, mais c'est bien, il faudrait faire écouter ce monsieur à Manuel Bompard. Vous savez, le coordinateur de la France Insoumise qui, ce dimanche, chez Pierre de Villeneuve, nous disait que l'islamisme et la criminalité organisée n'étaient pas
une menace existentielle pour la France. Ouais. Ce serait bien que au moins les personnes qui savent soient mis aux oreilles de Monsieur Bompard. Nathan Dever. On vit un moment qui est comparable en fait à la chute du nazisme. À ceci près que l'islamisme est encore profondément vivant comme idéologie. Mais à la fin de l'État islamique, au moment en tout cas où l'État islamique a été démantelé en Syrie et en Irak, où il y a eu beaucoup de djihadistes qui ont été arrêtés, de gens qui se sont battus contre la France, enfin contre tout le monde qui ont été arrêtés, eh bien, c'est normal, certains sortent maintenant de prison parce qu'ils ont purgé leur peine. Et on est dans cette situation où il y a aussi d'autres personnes qui ont été des très très grands criminels de Daesh, et qui s'en tirent plutôt bien, parce que quand ils ont fait leur peine de prison, on n'a pas pu caractériser qu'ils avaient commis tel ou tel crime. Je crois, je fais la comparaison, qu'il faudra de la même manière qu'il y a eu des chasseurs de nazis dans les années 70, 80, etc., il faut faire, et ça existe déjà, il y a des ONG en Turquie, en Syrie, en Irak, etc., qui travaillent à cela, il faut aujourd'hui traquer les grands criminels de Daesh qui seraient passés entre les gouttes de la justice humaine, les traquer, les punir, les emprisonner et leur faire payer leurs crimes. 13h53 sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 14h. Le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, les amis, ça concerne la fin de ce sommet qui s'est déroulé au Grand Palais sur l'intelligence artificielle, et ça ne vous a pas échappé. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont refusé de signer la proposition de régulation. Est-ce qu'Emmanuel Macron se trompe de combat? Je me dirige vers vous, d'abord Nathan Dever, puisque vous étiez à l'Élysée ce matin et vous avez justement évoqué ces sujets. J'étais pas à l'Élysée, j'étais au sommet. Vous étiez au sommet, pardonnez-moi. Oui, vous étiez à l'Élysée, vous étiez au sommet au Grand Palais, et voilà. Voilà, vous avez pu échanger, avoir des informations précises sur ce... Voilà. Non, mais c'était un sommet qui, à mon avis, restera perçu à long terme comme un moment historique, et dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé sur le moment, mais qui le sera. Pourquoi? Il y a eu une révolution industrielle au 19e siècle, qui était la révolution du travail par la mécanisation du travail manuel, qui a eu des effets énormes. Et d'ailleurs, le Grand Palais en est un des symboles. Un des joyaux. On est en train de rentrer dans la même révolution industrielle, mais sur le travail de l'esprit. Et donc, dans ce sommet, c'était passionnant. Il y avait des grands spécialistes, des prix Nobel, des chercheurs, des entrepreneurs qui montraient que dans tous les champs professionnels, tout ce qui allait changer, tous les métiers qui vont être bouleversés, certains qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître, enfin, il y a des mutations énormes. Et face à cela, le but de sommet, c'était quoi? C'était de dire, pour l'instant, l'IA, elle est essentiellement dirigée par un modèle qui est américain, dérégulation folle. C'était passionnant parce qu'il y a eu J.D. Vance, le vice-président américain, qui a défendu le modèle américain. Et qui lui a défendu le modèle américain, etc. En face, il y a un modèle chinois qui est au contraire la surveillance, etc. Et une IA qui est utilisée pour le pire. Et essayer de faire construire un modèle européen, donc avec la vision de la civilisation qui est la nôtre, pour que dans la grande révolution de l'IA, à la fois, il y a une émergence des investissements massifs, 109 milliards, etc. Mais surtout... Est-ce que c'est vertueux? Mais est-ce que c'est pas un peu naïf, quoi, de penser qu'une commission de régulation, enfin un projet de régulation collégiale peut peser? L'enjeu, c'était pas la régulation, précisément. C'était de casser la logique selon laquelle l'Union européenne, tout ce qu'elle a apporté à l'IA, c'est de la régulation. Donc c'était d'abord de développer des investissements massifs, 300 milliards en fait à l'échelle européenne, et dont 109 qui sont français. Et c'était surtout que ces investissements ne nuisent pas à la créativité humaine qui existe au sein des métiers qui vont être affectés par l'IA. Donc c'était pas la régulation, justement. Jules Torres. Moi, je vais tempérer un petit peu l'optimisme de Nathan. Moi, j'étais très heureux que la France accueille ce sommet international, puisque ce sujet co-organisé avec l'Inde, vous avez raison, puisque on est face à une révolution que malheureusement, je crois, les Européens n'ont pas tout à fait saisie, et je pense notamment à la Commission de Bruxelles. Pourquoi les États-Unis et le Royaume-Uni aujourd'hui ne signent pas cet accord de régulation? Déjà parce que, en fait, c'est un petit peu comme les accords de Paris. Il est déjà caduque. On a un accord qui nous dit qu'il sera éthique, inclusif, qu'il sera ouvert, qu'il défendra la planète. On signe cet accord avec la Chine et l'Inde, qui représente 50% des émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si, Nathan, vous avez testé l'intelligence artificielle chinoise DeepSeek, mais posez-lui la question de qu'est-ce qu'il s'est passé en 89 place Tiananmen. Demandez-lui ce que c'est le grand bond en avant. Demandez-lui ce que c'est la révolution culturelle. Je peux vous dire que ça ne tombe pas dedans. Donc, que l'Europe et la France veulent se construire en opposition des États-Unis. En disant veulent créer un modèle pour ne plus être marginalisés. C'est très bien, mais attention à ne pas se faire manger également par la grande mâchoire chinoise. Moi, entre les États-Unis et la Chine, j'ai choisi mon camp. Mais attention quand même à ne pas se faire avoir par la Chine. Merci les amis, Nathan Dever, Jules Torres, c'était passionnant. On continue, on peut prolonger le débat après la fin de l'émission, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on fait pour nos auditeurs, sachez-le, il y a un after. On se retrouve demain évidemment pour d'autres débats animés. Merci à tous.